j'espère que de votre côté tout va bien. C'est un gros sujet que je souhaitais aborder dans cet épisode. Je sais que j'en ai déjà un peu parlé, par-ci par-là, mais selon moi, c'est un sujet qui mérite que l'on s'y intéresse de plus près. Je suis tombée sur plusieurs témoignages de personnes qui justement parlaient de leur parcours et des étapes qu'ils et elles ont traversées avant d'avoir un véritable diagnostic. Et ça m'a profondément révoltée. Ça a réveillé une colère en moi qui était endormie depuis un moment. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est l'errance médicale, eh bien c'est lorsqu'un patient ressent des douleurs, a des symptômes que les praticiens n'arrivent pas à déceler. Ils ne savent pas d'où ça provient, ni à quoi c'est dû. Et parfois les patients se voient prescrire des médicaments pour soigner telle maladie, alors qu'en réalité, le problème ne vient pas de là, mais d'autre chose encore d'inconnues. C'est difficile à vivre car on ne se sent pas toujours compris de la part du corps médical et parfois même au sein de notre propre famille. On se soigne, mais les douleurs sont toujours présentes. Parfois même, on prend certains traitements qui aggravent les symptômes et les douleurs. Je n'ai pas envie de dire que c'est toujours la faute du médecin. Parfois, il s'agit d'une pathologie rare dont on a peu de connaissances, comme les maladies orphelines par exemple. On a tous un vécu assez différent des uns et des autres. Et pourtant, nous sommes des milliers, et peut-être même des millions, à ressentir ce sentiment d'injustice. Ce sentiment d'être perdu, d'être incompris, et surtout d'être dépassé par tout ça. C'est vraiment dur au quotidien. Pour certains, c'est quelque chose qui dure pendant quelques mois, et pour d'autres, ce sont des années entières d'errance médicale. Ça me tenait à cœur d'en parler, de vous raconter mon parcours, mais aussi de partager d'autres histoires, qui sont tout aussi poignantes les unes que les autres. C'est important d'oser parler de ce sujet, qui reste assez tabou. C'est un combat qu'on mène généralement seul ou avec sa famille. On n'ose pas forcément en parler parce qu'on a peur du regard des autres. On a peur de ne pas être entendu, comme on le devrait, et d'être jugé à tort. On se sent déjà assez exclu par nos conditions physiques qui sont différentes des autres, donc on n'a pas envie de recevoir de la critique, de la haine. Quand je parle de critique, j'entends toutes ces phrases un peu bateaux qu'on aime bien nous rabâcher. Du style « c'est dans ta tête » ou « ça va passer », tu devrais te détendre un peu. Alors que tout ce qu'on souhaite, c'est d'être entendu et d'être compris. Je sais que les médecins font leur travail, en nous donnant tel diagnostic ou tel traitement. Et l'erreur est humaine. Même le meilleur des médecins peut se tromper. Et puis, comme je le dis toujours, c'est important d'apprendre à écouter notre corps. Apprendre à s'écouter soi-même. On est seul à pouvoir ressentir ce que l'on ressent. L'avis du médecin et l'avis de ses proches, c'est cool. Mais si ça va à l'encontre de ce que l'on ressent au fond de soi, ce n'est pas normal. Alors oui, je vous vois venir. Il y a aussi des personnes qui sont hypocondriaques, qui ont l'impression de toujours être malades. Et puis, il y a aussi le syndrome de Munchausen, j'espère que je le prononce bien, qui est un trouble qui consiste à faire semblant d'être malade. Donc oui, il y a toujours des exceptions, mais c'est important de bien savoir faire la différence si vous êtes face à une personne qui souffre, réellement. Surtout ne lui dites pas que c'est dans sa tête, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Dire ce genre de phrase n'arrangera rien. Au contraire, la personne face à vous va juste se sentir encore plus mal, encore plus seule, puisque concrètement, vous ne la prenez pas au sérieux. Quand on vit une errance médicale, on se sent souvent seul, sans solution. Alors on est amené à passer des tas d'examens, en espérant qu'on trouve quelque chose qui puisse expliquer les symptômes. Alors que je le rappelle, lorsqu'on passe un examen habituellement, on ne veut surtout pas déceler quelque chose. On veut que tout soit OK, qu'il n'y ait rien. Sauf que quand on a une errance médicale, on est tellement dans un état de stress permanent qu'on se met à vouloir faire tout un tas d'examens pour trouver la cause de ces symptômes. Parfois même, on subit des interventions qui n'ont rien à voir. Et ça, je peux en témoigner. On m'a découvert la muco à l'âge de 6 ans. Avant ça, j'étais tout le temps malade, je toussais beaucoup. J'étais tout le temps enrhumée. Attention, je ne parle pas d'une petite toux. J'étais encore petite à l'époque et j'avais beaucoup de mucus à l'intérieur de mes bronches, qui ne sortaient pas, car je ne savais tout simplement pas comment faire. Alors ça m'arrivait souvent de vomir des glaires pour pouvoir me purger et être moins encombrée. Désolée des détails, ce n'est pas très glamour, je sais, mais pour vous dire à quel point c'était déjà chaud à cet âge. Pour dormir, c'était déjà compliqué. On m'appliquait des crèmes à base de plantes sur le torse pour soi-disant m'aider à me soulager et à dégager mes bronches. Je dormais avec plusieurs oreillers, de sorte à ne pas être totalement allongée,
car dès lors que je m'allongeais, ça partait en quinte de toux pendant des heures, jusqu'à en perdre la voix. J'ai que très peu de souvenirs de cette époque, mais c'était quelque chose de vraiment marquant pour moi. Évidemment, on m'emmenait chez le médecin. J'ai été soignée pour des bronchites, j'avais des suspicions d'allergie, qui des années après se sont avérées être fausses. Donc par conséquent, quand j'étais petite, je me suis privée de beaucoup de choses que j'aimais, pour rien. Et puis comme je tombais souvent malade, on a proposé à mes parents de m'opérer des amygdales. Selon le médecin, ça pouvait jouer dans le fait d'être tout le temps encombré. À aucun moment on a parlé à mes parents du test de la muco. À aucun moment. Alors que c'était en 2002. À l'époque, on connaissait la maladie, mais c'était sûrement pas assez répandu. Il a fallu attendre un beau matin, où je me suis levée toute bleue, tellement je n'arrivais presque plus à respirer. Et c'est là qu'on m'a emmenée aux urgences. C'est à ce moment-là où j'ai fait le test de la sueur, qui s'est avéré être positif. Et à ce moment-là, on a su ce que j'avais. Pourquoi j'étais dans cet état, et pourquoi tout le reste ne servait à rien. Ce jour-là, j'avais un peu moins de 50% de capacité respiratoire. J'ai dû être hospitalisée pendant des mois, et puis après avoir mis en place un traitement que j'allais devoir prendre à vie, ma santé a commencé à s'améliorer petit à petit. Alors évidemment, ça a été un choc pour mes parents d'apprendre que j'avais une maladie rare et incurable, que j'allais devoir faire avec toute ma vie, et que ça n'allait pas être simple. Ma réaction à moi, je m'en souviens pas. J'avais 6 ans. Je comprenais déjà beaucoup de choses. Mais je pense que mon cerveau a préféré m'épargner, et donc je n'ai plus trop de souvenirs de ce moment précis. Mais ça a joué sur la perception de mon corps, sur la vision de la mort, qui m'a fortement impactée dès mon plus jeune âge finalement. Tout ça pour dire que si je n'avais pas été aux urgences ce jour-là, je serais sûrement morte d'étouffement, des jours plus tard. En tout cas, c'est ce qu'on a fait comprendre à mes parents. Est-ce que dans mon cas, je peux m'en prendre au médecin qui n'a pas proposé de faire le test plus tôt? J'ai envie de vous dire oui et non, parce que c'était il y a 20 ans. Au niveau de la recherche et de la médecine, ce n'est plus comme avant. Mais c'est vrai que j'aurais préféré le savoir plus tôt pour éviter d'être dans cet état de souffrance permanente étant enfant. Et d'un côté, on peut penser que c'est plus facile quand on est enfant, car en grandissant, on se souvient de moins en moins des détails. Mais d'un autre côté, c'est assez tragique, car ça nous marque quand même à vie, et ça peut être traumatisant. J'en ai déjà parlé dans l'épisode Grandir dans les hôpitaux. C'est quelque chose qui m'a forgé autant en bien qu'en mal. Si ça vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode où je raconte plein de petites anecdotes. Donc voilà pour ce qui est de mon histoire à moi. J'aurais aimé pouvoir en dire plus, de comment j'ai ressenti le fait d'être tout le temps malade et d'être sans réponse, mais je ne m'en souviens plus vraiment. Tout ce que je sais, c'est que je souffrais beaucoup et qu'il n'y avait rien pour m'apaiser. Et dans ce cas-là, on n'a pas le choix. On prend sur soi et on fait avec. Aujourd'hui, je vais mieux, mais je ne reste pas moins révoltée quand j'entends tous ces discours de personnes qui se sont senties ou qui se sentent encore dépourvues de solutions. En tout cas, j'espère que vous apprécierez les témoignages qui vont suivre. Bonne écoute. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Audrey, du coup j'ai 22 ans et je vais vous raconter du coup mon histoire par rapport à l'errance médicale que j'ai vécue. Mes parents, du coup, ont vécu cette errance médicale pendant 7 ans. Voilà, jusqu'au jour où je me suis rendue une énième fois aux urgences à l'hôpital Purpan de Toulouse pour une douleur intenable au ventre. Et ce jour-là, un médecin que je n'avais jamais vu regarde mon dossier et demande à ce qu'on me fasse un test de la sueur. Et du coup, grâce à ce test, on a pu trouver ma maladie. À la suite du coup de ce test, on a réalisé une analyse génétique sur moi-même et du coup on a trouvé la mutation du gène du coup CFTR, qui est le gène que nous n'avons pas lorsqu'on a la mucoviscidose ou alors qui est défectueux. Ce soir-là, quand j'ai appris du coup la maladie, j'étais uniquement avec mon père et le verdict est tombé. Après 7 ans d'attente, 7 ans d'errance médicale pour mes parents, je suis donc atteinte de la mucoviscidose avec 2 mutations rares. Je me rappelle que mes parents étaient dévastés. Car en 2018, on annonce à mes parents que je ne passerai sûrement pas les 35 ans dans ma vie, car c'est une maladie incurable qui ne possède aujourd'hui aucun traitement pour la guérir. C'est uniquement des traitements pour limiter la casse, je dirais. Évidemment, j'en veux énormément aux médecins d'avoir mis mes parents dans cette situation d'ignorance pendant 7 ans. Imaginez-vous que plusieurs médecins ont osé dire à mes parents que si je toussais, c'était uniquement pour attirer leur attention et pour qu'ils aient les yeux sur moi. Alors pour moi, honnêtement, c'est clairement de l'incapacité médicale,
car si mes médecins n'ont même pas trouvé de tests assez convaincants pour déterminer ce que j'avais. Il y avait plus de 20 médecins quand même qu'ils ont vus. Je n'ose pas imaginer la détresse dans laquelle ils étaient. Évidemment, j'en veux énormément aux nombreux médecins que mes parents ont vus, car la situation d'ignorance et d'errance médicale pendant 7 ans pour mes parents, je pense qu'elle a été insoutenable pour eux. Mais heureusement, du coup, depuis 2022, du coup, 1 an après ma naissance, le dépistage systématique de la mucoviscidose a été mis en place et il est réalisé à la maternité, du coup, au 3e jour de vie. De mon côté, j'ai longtemps été dans le déni de cette maladie, malgré toutes les consultations et les hospitalisations, ainsi que les traitements lourds au quotidien. Pour moi, j'étais pas malade. Jusqu'au jour où, en décembre 2022, ma pneumologue m'annonce que j'étais à 40% de capacité respiratoire et que la greffe est sérieusement envisagée à ce stade-là. Là, j'ai clairement pris une claque et je me suis rendu compte que ma santé était en train de se dégrader sérieusement et que je pouvais clairement mourir. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir le Kaftrio, du coup, dans le cadre d'un protocole que je suis du coup depuis janvier 2023. Et le bénéfice de ce médicament m'a clairement sauvé la vie au jour d'aujourd'hui. Malgré tout ça, quand même, j'ai des effets secondaires qui sont assez conséquents, comme de nombreuses insomnies à répétition. J'étais déjà assez dépressive dans la vie de tous les jours. Là, c'est plus accentué depuis la prise de ce traitement. J'ai aussi des problèmes oculaires, notamment la sécheresse oculaire, la vue, et j'ai des douleurs extrêmement aiguës à l'estomac à chaque fois que je mange, malgré les pansements gastriques et les probiotiques, mais surtout de la fatigue chronique. Voilà, si je reste debout à attendre, en fait, ma tête devient très lourde et je peux vite me sentir mal et tourner de l'œil. Donc il faut que je m'assoie vite. Voilà. Écoutez, c'était mon histoire avec l'errance médicale que j'ai vécue à travers mes parents. J'espère que ça a pu vous aider et je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 28 ans. Mes premiers symptômes, je pense que ça a été la fatigue qui pour moi a été présente toute ma vie. Les migraines ensuite qui sont apparues vers 10-12 ans. Elles sont vraiment devenues très handicapantes quand j'avais 12 ans. Et à peu près à la même époque, j'ai eu les ménisques, donc les cartilages des genoux, qui se sont déchirés tout seuls. Et 2 ans plus tard, j'ai commencé à avoir des problèmes d'hypotension orthostatique, même si à l'époque on savait pas que c'était ça. Je m'évanouissais tout le temps en fait, je faisais beaucoup d'hypotension et ça me pourrissait la vie. En considérant que l'errance médicale a vraiment commencé vers mes 12 ans, quand les médecins ont vraiment pas pu dire quelles étaient les causes de mes problèmes, et sachant que j'ai été diagnostiquée donc Ehlers dans l'os vers 26 ans, mon errance médicale a duré environ 14 ans. Le problème avec une maladie comme Ehlers dans l'os, c'est que ça touche tout le corps. Du coup, ça demande plein d'adaptations. Alors comme c'est une maladie qui s'installe avec le temps, qui fait apparaître des symptômes petit à petit, en tout cas dans mon cas, ça a fait ça comme ça. Je me suis adaptée symptôme par symptôme. En fait, j'ai appris à vivre au fur et à mesure que les problèmes s'installaient. J'ai appris à vivre avec. Du coup, je me suis mise à travailler beaucoup moins. J'ai adapté mon emploi du temps. Je travaille 3 heures par jour. Je sais très bien que sur une journée ou même sur une semaine ou sur un mois, j'ai une quantité limitée de choses que je peux faire. Je sais aussi quels vêtements je ne peux pas porter, quelles chaussures je ne peux pas porter, dans quels endroits je ne peux pas aller, combien de temps environ je peux rester debout, combien de temps environ je peux marcher, combien de temps je peux même supporter tout simplement d'avoir une vie sociale. C'est surtout une adaptation par rapport à la fatigue qu'on ressent et par rapport aux douleurs qu'on va subir. Soit sur le moment, ça va marcher un petit peu par contre-coup, c'est-à-dire qu'on va pousser un petit peu trop au-delà de nos limites et le corps en fait va se venger derrière. On va avoir des grosses crises de douleur en répercussion à ce qu'on aura fait. Il faut aussi s'habituer à porter bien pas mal d'orthèses, de vêtements compressifs, avoir des béquilles, pour certaines personnes avoir un fauteuil ou certains jours avoir un fauteuil. C'est plein de petites choses comme ça pour s'aider. Il faut s'habituer à prendre des médicaments quasiment tout le temps. Il faut en fait tout faire en fonction de la maladie. Et voilà, elle prend une part énorme dans notre vie. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'accepter ça, de pas lutter contre, parce que c'est une bataille qui est perdue d'avance. En fait, il faut l'accepter.
En fait, quelque chose qui va être vraiment primordial quand on a le syndrome d'Ehlers dans l'os, et je pense que c'est aussi le cas pour pas mal de maladies chroniques ou de handicaps, c'est l'anticipation. Il faut se connaître et il faut connaître nos limites, il faut connaître les répercussions et il faut être donc capable d'anticiper combien de temps on peut faire les choses, quelles choses on peut faire, quel impact quel mouvement ou action ou activité va avoir sur nous. C'est voilà. Et c'est une anticipation qui va être aussi bien en termes de minutes, d'heures, de jours, de semaines, voire de mois. C'est vraiment beaucoup de réflexion. C'est une charge mentale, en fait, à part entière. Le problème quand on est en errance médicale et qu'on a le syndrome d'Ehlers dans l'os, donc pas encore diagnostiqué, c'est qu'on ignore donc qu'on a par exemple des problèmes cardiovasculaires, qu'on a des problèmes de cicatrisation, qu'on a des tendances à se faire des luxations, des subluxations, des déboîtements, qu'on peut tout simplement même, comme moi, se déchirer des cartilages juste à cause de l'hypermobilité. C'est du coup aussi un risque à cause de la mauvaise cicatrisation, un risque d'hémorragie si on se fait opérer. Donc si on ne sait pas qu'on a cette maladie et qu'on se fait opérer et que les médecins ne sont pas non plus au courant, on a vraiment un très très gros risque d'hémorragie et de très mauvaise cicatrisation derrière après l'opération. On va avoir aussi des problèmes d'anévrisme, de prolapsus, de choses comme ça, oui, comme je disais, tout simplement, problèmes cardiovasculaires divers. Donc moi, par exemple, c'était l'hypotension orthostatique, qui est quand même très handicapante dans le sens où c'est simple, si je me lève trop vite, si je me mets debout trop vite ou de la position allongée à assis trop vite, je m'évanouis. C'est absolument catastrophique dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, ça m'a fait louper 50% des cours quand j'étais au lycée, ce qui est absolument énorme et personne ne comprenait. Tout le monde me disait que je faisais exprès. C'est extrêmement lourd à porter. Et toujours sur les problèmes de cicatrisation et d'hémorragie, ça peut aussi avoir un impact sur la grossesse et l'accouchement. Donc là aussi, il y a un gros risque. Donc il y a un besoin réel d'être diagnostiqué. Autre truc tout bête dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est qu'il ne faut surtout pas nous faire craquer le cou. Ça peut nous être fatal. Vraiment, c'est dangereux pour nous. Donc, quand on est face à des chiropracteurs, des kinés, des choses comme ça, il ne faut surtout pas qu'il nous fasse craquer le cou parce que ça peut être catastrophique pour nous. Le problème, c'est que si on ne le sait pas, on risque pas de pouvoir prévenir le professionnel de santé et il peut y avoir de graves problèmes, de graves répercussions. Tout comme il nous est très déconseillé de faire du yoga parce qu'on est déjà beaucoup trop souple. Il ne faut donc pas s'amuser à se rajouter de la souplesse. Et puis, si on n'est pas au courant qu'on a Ehlers dans l'os, et ben tout simplement, on est habitué à être hyperlaxe. Donc, on est habitué à faire des mouvements bizarres avec nos membres qui sont trop souples et on peut se faire très mal. Bonjour, moi c'est Elisa, j'ai 22 ans et je suis étudiante en Master 2 de neuropsychologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours et plus particulièrement de mon errance médicale qui a donc découlé à un syndrome d'Ehlers dans l'os. Donc, le début de ma pathologie a commencé réellement il y a 8 ans. J'étais tranquillement en vacances et je me suis réveillée avec tout d'abord des hématomes sur le corps. On a pensé à des piqûres, on a pensé à une leucémie, à un purpura rhumatoïde, on est passé par énormément de choses. J'étais donc l'année entre ma quatrième et ma troisième, j'allais rentrer en troisième. Du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires, je n'arrivais plus à marcher, ça devenait compliqué, j'ai fait centres médicaux à centres médicaux, je suis passée dans toute la France, jusqu'à un moment où on a accusé le psychique, hein. On a demandé si d'abord mes parents ne me tapaient pas, j'avais pas eu de violence par quelqu'un de mon entourage ou est-ce que je ne m'auto-mutilais pas tout simplement. Donc après s'être battue pendant quelques temps, donc à peu près 5 ans d'errance médicale, on a pensé à par exemple une sclérose en plaques. Faut dire que mes parents n'ont jamais abandonné l'idée que j'avais quelque chose. Et j'ai donc été envoyée vers un neurologue sur l'île qui n'a pas validé la sclérose en plaques, mais a pensé au syndrome d'Ehlers dans l'os.
Suite à ce rendez-vous neurologue, il nous a envoyés vers Paris, qui était spécialisé plus dans ce type de syndrome. Après plusieurs journées d'attente téléphonique pour mes parents, hein, parce que on pouvait appeler que le jeudi pour avoir un rendez-vous, etc. Ma mère avait réussi à enfin avoir un rendez-vous. Il fallait donc attendre 6 mois, naturellement. Mes parents s'étaient toujours dit non, c'est pas ça, Elisa, arrête de te faire des idées. À chaque fois que tu penses à quelque chose, ce n'était pas ça. Et moi, dans ma tête, une fois que le neurologue m'avait dit ça, j'avais fait de nombreuses recherches et j'étais sûre de correspondre à ça. J'avais été sur des groupes, etc. Donc j'attendais avec impatience ce rendez-vous. Et donc me voilà arrivée à Paris, dans le centre médical. Et je m'assois avec mes parents. Et là, on m'indique que, après plusieurs examens, etc., que, j'ai bien un syndrome d'Ehlers dans l'os. Donc, une maladie génétique qui touche une naissance sur 10 000. Donc là, c'est l'hécatombe. On a 3 réactions différentes. Moi, je suis heureuse parce que, donc, enfin, ce n'est pas dans ma tête. Et j'ai bien quelque chose et on me propose un parcours et un accompagnement. Ma mère, qui est infirmière, pense plutôt au côté pratique. Voilà, qu'est-ce qu'on va devoir changer, mon environnement, maintenant j'ai un diagnostic, on va pouvoir remettre à jour la MDPH. Et mon père qui tombe des nues et apprend que donc sa fille est malade et que c'est lui qui est porteur du gène pour le syndrome d'Ehlers dans l'os. Le syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est donc une pathologie, comme je vous ai dit, qui touche l'articulaire et en particulier en fait le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est comme votre ciment pour votre maison. Vous ne construisez pas une maison sans ciment. Et donc moi, mon corps, il a un problème de tissu conjonctif, donc mon corps ne tient pas très bien parce que ce tissu conjonctif a un déficit de collagène. C'est ça la recherche génétique. Mais pour l'instant, c'est une maladie rare, donc on a peu de recherches. Ça avance au fur et à mesure. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait donc 3 ou 4 ans que je suis diagnostiquée. J'avais pu passer donc mon bac. J'ai donc pu rentrer à la fac, faire ma licence. On a mis des protocoles de soins. Alors, je veux pas dire que c'est facile tous les jours, mais j'ai de la chance d'avoir pu trouver le diagnostic, on va dire, aussitôt, après quelques années d'errance médicale par rapport à d'autres. Et surtout, on a mis en place donc des vêtements compressifs, un traitement, de l'oxygène, du kiné, plein de choses qui m'aident à soulager. Je vais pas guérir, mais ça me permet de vivre au mieux. Aujourd'hui, après avoir mis tout ça en place et être bien entourée, je vais dire que ce qui est le plus dérangeant, c'est que c'est un handicap invisible. Hein. Donc c'est ça, le fait de monter dans sa voiture, se garer sur une place handicapée et descendre à 22 ans sur ses 2 jambes. Hein. Ça, c'est plus compliqué. Aussi la fatigue, parce que suite au syndrome d'Ehlers dans l'os, on m'a découvert une narcolepsie. Donc c'est compliqué, mais il faut rester positif dans la vie. Il y a toujours plus grave, donc c'est le principal. Alors moi, c'est Marie-Laure. J'ai 40 ans et j'ai une maladie qu'on ne voit pas. J'ai une fibromyalgie. Ça a duré près de 6 ans pour avoir un diagnostic. Ça a commencé, j'avais des douleurs dans les muscles, puis dans les articulations. Le médecin que j'avais à l'époque ne voulait pas faire d'IRM, ni de radio, ni d'écho. Ça a été très long et c'était très difficile d'être écoutée. J'ai fini par faire un burn-out il y a 2 ans et j'ai été mise en arrêt. Suite à mon déménagement, j'ai changé de médecin et ce médecin a bien voulu m'écouter. Donc effectivement, j'ai bien attendu plus de 6 ans à avoir un diagnostic. Cet arrêt m'a permis en fait d'avoir plusieurs médecins qui m'ont vu, dont des spécialistes. Et au départ, on parlait de spondylarthropathie, puis ensuite de fibromyalgie. À savoir que les symptômes sont confondus, mais la spondylarthropathie a d'autres symptômes que j'ai également. Donc en fait, le diagnostic aujourd'hui, c'est fibromyalgie, mais avec des symptômes également de spondylarthropathie. J'ai réussi à obtenir beaucoup d'examens, des IRM, des échos, mais vraiment, j'ai attendu plus de 6 ans. Au quotidien, c'est douloureux. J'ai des douleurs de fond tout le temps, aux pieds, au dos, aux genoux, aux mains et aux muscles en fait. Le moindre effort peut accentuer les douleurs. Si je n'écoute pas mes douleurs et que je ne me repose pas, d'un coup, je vais faire des grosses crises de douleur et là je ne peux plus rien faire et c'est très embêtant, très handicapant parce que quand je veux aider à faire des travaux, du jardinage,
c'est dans la souffrance. Donc c'est vraiment très compliqué au quotidien. Pour porter aussi, j'ai un bébé de 4 ans, quand il me demande de le porter, je ne peux pas toujours. Donc effectivement, les douleurs sont assez handicapantes tout le temps. Donc voilà, aujourd'hui, je le vis psychologiquement plutôt pas trop mal, sauf quand vraiment je ne peux plus rien faire. J'ai un traitement qu'on teste aujourd'hui, un antidépresseur, parce qu'il y a une molécule qui aiderait apparemment dans les antidépresseurs pour les douleurs, et un médicament assez fort pour pouvoir gérer les grosses crises. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour. Du coup, je m'appelle Chloé. Donc maintenant, j'ai 24 ans. À l'âge de 14 ans, je suis quelqu'un qui était jamais malade. Je faisais que de vomir avec une gorge vraiment très gonflée. Enfin, vraiment, j'étais vraiment pas dans mon état habituel. Et donc, forcément, mes parents qui s'inquiètent parce que, comme je l'ai dit précédemment, je suis jamais malade. Et là, ça allait vraiment. Du coup, ma mère m'amène aux urgences. Donc, comme j'avais que 14 ans, c'était les urgences pédiatriques. Et donc, on me dit, mais vous avez rien, enfin, c'est dans votre tête, machin. Ils me font repartir. Une semaine plus tard, une gorge très très gonflée, j'arrivais pas, enfin j'avais vraiment du mal à avaler ma salive. Et donc ma mère me ramène à nouveau aux urgences pédiatriques. Donc je leur dis tous mes symptômes, machin, et elle me dit, bah écoutez, vous reviendrez quand vous arriviez plus du tout à avaler votre salive. D'accord, ok, pas de souci. Et donc entre mes 14 ans et mes 18 ans, entre le médecin, les urgences, ils ont jamais rien trouvé. Donc ma mère me ramène à nouveau encore aux urgences pédiatriques. Et de là, il décide de me mettre en psychiatrie. C'est-à-dire qu'il ne me croyait pas et qu'il me disait que tout était dans ma tête. Et sauf que j'ai fait des allers-retours en psychiatrie de mes 14 ans à mes 17 ans. Mais toujours malade. Et donc, s'ensuit que à mes 16 ans, je commence à avoir des ganglions qui apparaissent au niveau de mon cou, avec vraiment un double menton, quoi, tellement c'était gonflé. Ils disent, oh, c'est des ganglions inflammatoires, c'est rien, c'est comme quand on a un rhume, c'est rien du tout. Pareil, on me dit, bah, vous reviendrez, on fera un contrôle, etc. S'ensuit que je dois refaire un contrôle, donc entre toutes ces périodes-là, j'étais toujours malade, j'avais toujours les mêmes symptômes qui s'aggravaient. Je fais une ponction. Non, ça a mis quand même un laps de temps quand même avant d'avoir les résultats. Et je me rappellerai toujours, on les a vraiment eu peu de temps après, alors que normalement ça prend quand même relativement un petit moment. Et ma mère qui me dit, on nous a dit de se dépêcher pour venir à l'hôpital. Mais sauf que toi, tu comprends, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça fait des années que tu vas pas bien, que tu es toujours malade, ça va pas. Et donc de là, on me diagnostique un cancer de la thyroïde. Ils m'ont enlevé totalement la thyroïde. Et je leur en veux parce que je me dis que s'ils m'avaient écouté depuis le début, j'aurais pu garder ma thyroïde. Toutes nos vitamines et tout se trouvent derrière la thyroïde. Et donc, lors de mon opération, ils ont fait vraiment un curetage énorme parce que j'avais tous les nodules et ganglions qui grossissaient. Et en gros, le cancer, il augmentait de plus en plus. Mais voilà, et du coup, j'ai envie de vous dire que je suis embêtée à vie parce que du coup, suite à ça, j'ai pris 40 kilos. J'ai mis 2 ans pour réussir à les perdre. Donc très compliqué parce que la thyroïde, c'est toutes les hormones. Donc c'est pour la tristesse, la colère, la dépression, la prise ou la perte de poids. Enfin, ça joue sur vraiment énormément de choses au niveau du corps, pardon. Et donc ce qui fait que j'ai un cachet tous les jours. Et pendant un moment, ça n'allait vraiment pas. J'étais vraiment pas bien. Je sortais complètement de mes gonds, j'étais devenue méchante et violente alors que d'habitude je suis vraiment pas du tout comme ça. De là je me décide d'aller aux urgences parce que je sais vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin je connais mon corps et je sais vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas. Et donc de là ils ont fait une prise de sang et j'étais à 97. Et mon endocrinologue m'a dit que toutes mes cellules cancéreuses en fait elles revenaient. Donc après on a dû changer de traitement, etc. Mais bon, après, il faut apprendre à vivre avec, mais il faut s'écouter, quoi. Quand on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps, il faut s'écouter. Et bonjour, du coup je m'appelle Lily, j'ai 24 ans et du coup voilà, je voulais témoigner concernant mon errance médicale dans laquelle je suis encore actuellement car je n'ai toujours pas de diagnostic.
Il faut savoir que je suis atteinte d'endométriose. J'ai été diagnostiquée quand j'avais 15 ans et j'ai été opérée en 2020. Donc là, ça va bientôt faire 4 ans. J'ai été déclarée en récidive de douleur 6 mois après mon opération. Mais depuis 2-3 ans, au niveau de l'arrivée du Covid à peu près, mon état se dégrade énormément et à l'heure actuelle, en fait, j'ai des douleurs diffuses dans tout le corps. J'ai vraiment mal partout, tous les jours. Enfin voilà, et rien ne me soulage, absolument rien. Alors que j'ai des traitements antidouleurs, justement, parce que je vis avec la douleur. Enfin, quand je dis que je vis, je dirais plus que je survis avec la douleur. Après, je vis bien évidemment avec des douleurs liées à mon endométriose. Mais ces douleurs-là, je les connais et maintenant j'ai des douleurs vraiment diffuses dans tout le corps, dans les muscles. J'ai des douleurs articulaires, sans compter bien évidemment tout ce qui va avec la fatigue chronique, etc. Bien évidemment. Donc du coup, je n'ai pas d'activité professionnelle, mis à part que je suis photographe auto-entrepreneuse, mais du coup c'est vraiment à mon rythme. Donc c'est assez compliqué. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas de diagnostic précis par rapport à ces douleurs dans tout le corps. Je suis suivie pour potentiellement une maladie auto-immune, mais pour le moment, on n'arrive pas à trouver de réponse. J'avoue que moi, j'ai plus ou moins des pistes de diagnostic, mais bon, je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas médecin. Mais forcément, je me renseigne et je regarde autour de moi et je discute avec des gens, etc. Mais en fait, ce qui est très compliqué dans l'errance médicale, c'est qu'on espère avoir un mot sur nos douleurs. Après, concrètement, je suis bien consciente que le fait d'avoir un mot sur mes douleurs ne me soignera pas, ne me soulagera pas. Mais au moins, on saura ce qui se passe et éventuellement, on pourra trouver un traitement adapté. Et je voulais dire aussi que ce qui est très dur dans l'errance médicale, c'est quand on passe des examens encore et toujours et que il en ressort rien du tout et qu'on nous dit non mais madame vous en faites pas, votre examen est complètement normal, c'est une bonne nouvelle. Ou moi je vais dire concrètement que oui c'est une bonne nouvelle, c'est très bien, mais limite je préférais que mes examens soient mauvais pour qu'on puisse expliquer ce qui se passe dans mon corps, pour qu'on puisse expliquer mes douleurs, parce que mine de rien, les médecins et même les personnes autour de moi ne ressentent pas les douleurs et ne savent pas ce que c'est réellement de vivre avec au quotidien, et je peux dire à quel point c'est un enfer sur Terre, réellement. Donc voilà, je n'ai pas de vrai boulot, entre guillemets, je n'ai pas de revenu fixe. Je suis en attente de reconnaissance AAH, donc pour avoir les allocations adultes handicapés. Ça fait quasiment 1 an que j'ai fait un recours pour ça, mais la MDPH, c'est très long. Donc c'est très compliqué. Des tâches du quotidien me sont impossibles à faire par moment. J'ai un état qui n'est pas stable, clairement pas stable du jour au lendemain, de même une heure à l'autre, ça peut complètement basculer. C'est vraiment compliqué et dire que tout va bien mentalement serait mentir. Voilà, ça a un énorme impact mental, qu'on soit bien clair. Après, c'est tout à fait normal, donc j'apprends à m'écouter et à me connaître réellement. Le seul point positif dans tout ça, c'est que j'apprends à réellement m'écouter, à prendre du temps pour moi et à fixer des limites et à ne pas les dépasser parce que c'est ce qui m'a causé du tort plus d'une fois. Concernant l'errance médicale, c'est vraiment, 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 vraiment très compliqué parce qu'on se sent seul, on se sent incompris et on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment ça va se passer. Et en attendant, on souffre entre les rendez-vous qui peuvent durer des mois d'attente avant d'avoir un rendez-vous. En attendant, on souffre et c'est vraiment pas simple. Enfin, j'ai un traitement, comme je disais, qui ne me soulage pas. Donc au quotidien, c'est pas la folie douce. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui sont intervenues. Je sais à quel point ça peut être difficile de parler de soi et de ce sujet-là qui nous touche particulièrement. C'est dur à vivre, mais c'est aussi dur d'en parler. Donc merci pour ça. Et comme je le dis souvent, en parler, c'est déjà faire un premier pas. En parler, ça peut vous aider vous aussi. Libérer la parole, c'est important. Il ne devrait pas y avoir de sujet tabou. On ne devrait pas avoir honte de qui on est et du combat qu'on mène. Au contraire, ça devrait être une fierté. Ce qu'on ne dit pas toujours, et qui n'en reste pas moins vrai, quand on a ce type de combat à mener au quotidien,
on est légitime d'en parler. Et on s'en fout que ça dérange. Et même si on n'ose pas encore en parler, on ne reste pas moins courageux que de mener ce combat. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'important à souligner. Vous êtes courageux, et rien ni personne ne peut vous enlever ça. Merci pour ce temps d'écoute. J'espère que cet épisode vous a impacté, tout autant que moi. J'espère qu'après l'écoute de cet épisode, vous vous sentirez moins seul. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça pourrait aider un proche. Vous pouvez également mettre 5 étoiles au podcast. Ça aide à ce que celui-ci soit proposé à de nouveaux auditeurs. Je fais régulièrement des appels à témoins sur le compte Instagram du podcast, qui est libérerlaparole_podcast, afin d'intégrer d'autres témoignages, comme pour cet épisode. C'est important selon moi de libérer votre parole. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à mercredi prochain. Bisous!